Tout le monde connaît Diddy, mais très peu de gens connaissent Sean Combs. Diddy, c'est le milliardaire, le producteur, la célébrité. Sean Combs, c'est le petit garçon chétif que personne n'a protégé. Celui qui a grandi dans la violence, la honte, les secrets. Celui qui a appris à transformer la peur en pouvoir et le pouvoir en abus. Aujourd'hui, ses victimes parlent, les procès s'ouvrent et se ferment, les preuves s'accumulent et son destin astrologique atteint un point de rupture. Et si tout ce qui arrive à Diddy aujourd'hui n'était pas un simple scandale, mais un retour karmique parfaitement orchestré? Et si ce qu'on est en train d'observer, c'était la fin d'une ère et la révélation d'un système dont personne n'osait parler? Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses psychologiques, astrologiques et énergétiques d'un homme qui a transformé son douleur en empire et son empire en destruction. Dans cet épisode, je vais te montrer comment son enfance, son thème astral, sa sexualité, ses stratégies de pouvoir, sa manière de voler la lumière des autres et même son implication autour de la mort de Tupac forment une seule et même ligne rouge. Ce n'est pas une histoire de musique, c'est une histoire de pouvoir, de secret et de karma. Bienvenue dans Transmission. Bonjour à toutes et tous, je suis Clarisse Aïcha Libéné, médium, astrologue et mentor spirituel. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des personnes en transition dans leur vie. Dans ce podcast, je t'explique toujours ce que les autres ne voient pas, les dynamiques invisibles, les schémas psychiques, les forces énergétiques et les vérités que personne n'ose nommer. Mon travail, c'est d'ouvrir des portes, pas vers le spectaculaire, mais vers le réel, vers ceux qui se jouent dans l'ombre, dans les systèmes de pouvoir, dans les lignées, dans les égos et dans les blessures non guéries. Aujourd'hui, on va parler avec profondeur et aller en profondeur dans l'histoire d'un homme que tout le monde croyait invincible, mais que son propre secret a fini par rattraper. Si tu es dirigeant, entrepreneur, artiste, politicien, ou si tu traverses un moment pivot dans ta vie personnelle ou professionnelle, mon travail peut t'accompagner. Tu peux travailler avec moi de plusieurs manières. La première, c'est à travers mes consultations privées pour un travail profond sur mesure, stratégique et énergétique. Tu peux également rejoindre mes programmes en ligne, notamment Soulful Year, mon programme d'astrologie appliqué au leadership et à la vision qui te permet de planifier ton année grâce à l'astrologie. Et enfin, tu peux rejoindre mes contenus quotidiens sur Substack pour rester connecté à ta vérité et à ta puissance intérieure tous les jours. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si tu as besoin d'un accompagnement beaucoup plus spécifique, écris-moi directement par mail. Alors dans cet épisode, voilà ce que tu vas apprendre. La première chose, c'est la matrice de l'enfance de Diddy. Comment ce petit garçon chétif, battu, humilié et exposé beaucoup trop tôt à la sexualité et à la violence a construit un adulte obsédé par le contrôle. On va regarder ensemble le thème astral de Sean Combs et voir comment ces énergies scorpion, vierge, balance, capricorne et taureau créent un esprit d'hypersexualité, un esprit stratégique, mais aussi le secret, la compulsion et l'incapacité à se sentir assez. On va aussi parler du poids du secret de l'homosexualité cachée. Pourquoi les hommes on the down low, comme on dit, les hommes qui n'assument pas leur homosexualité, peuvent être détruits par le secret, détruits de l'intérieur. Et comment la honte crée des comportements vraiment destructeurs.
On va voir aussi comment la sexualité peut être utilisée comme stratégie de domination. Et on va parler vraiment en profondeur de la symbolique du contrôle sexuel, du vampirisme énergétique et de la mécanique de la violence dans les rapports intimes. On va aussi parler du système d'exploitation bad boy. On va voir comment on promet la célébrité en échange de la liberté, de l'argent, de l'identité et parfois même de la santé mentale qui signe les contrats. Et puis, on va voir aussi l'aspect karmique de tout ce qui se joue actuellement dans la vie de Didi. On va parler du retour de Nonor et pourquoi tout s'effondre maintenant, pourquoi son passé revient à la surface et comment l'astrologie explique ce timing parfait. Alors installe-toi, respire, prends ton thé, ton café, ton bissap, ton ginger, ton bouilli et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un documentaire qui, à mon avis, n'est pas un simple scandale people. Si on pourrait croire que voilà, les gens qui parlent de l'affaire Didi et les gens qui s'y intéressent ne s'y intéressent que parce que ils veulent voir un homme noir s'effondrer. J'ai entendu beaucoup ça et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment la culture de l'omerta dans toute sa splendeur. On pourrait croire aussi que c'est juste du gossip, mais en fait, Didi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a influencé toute une génération. Moi, il m'a beaucoup influencé, c'est-à-dire que vous pouvez demander à mes parents, par exemple, à mon frère, ma sœur, quand j'étais jeune, quand j'ai vu l'ascension de Bad Boy, les artistes, quand j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait fait les bancs. En fait, je me suis dit waouh. Et je pense que pour beaucoup d'hommes et de femmes noirs, et pour beaucoup d'hommes et de femmes de la diversité de manière générale, de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont grandi dans des milieux où, en fait, ils étaient pas la norme. Okay, ils étaient pas dans le sérail qui t'ouvre les portes naturellement et sans effort. Je pense que Didi, il a représenté pour beaucoup d'entre nous un exemple. Et je pense que en fait, le scandale est à la hauteur de la déception que l'on ressent chacun, de voir cet homme, sa face cachée, sa face sombre, et l'ampleur en fait du système et l'ampleur de sa face cachée. Alors le documentaire s'appelle Sean Combs, l'heure des contes. Il a été produit par Curtis Jackson, 50 Cent. Je l'ai commencé le jour de sa sortie. J'avais demandé un rappel à Netflix pour ne pas oublier. Et dès les premières minutes, j'ai compris qu'on n'était pas en train de juste regarder la chute d'une star. On était en train de collectivement faire un nettoyage karmique sur, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Tous, c'est la désillusion. J'ai compris aussi qu'on regardait l'histoire d'un enfant qui n'a jamais guéri et qui a transformé son empire, sa douleur, en empire et ensuite en destruction. Et je pense que pour beaucoup, on a tous été choqués de voir que ça a commencé très très tôt. Parce qu'en effet, pour comprendre Didi, il faut commencer par la seule partie de sa vie qu'il n'a jamais contrôlée. Never got control sur son enfance. Et là, on entre dans quelque chose de vraiment brutal. Dans ce documentaire, on apprend que sa mère était travailleuse du sexe. Voilà, le soir. On apprend qu'elle le battait régulièrement et qu'elle le battait très fort. Qu'elle l'encourageait à être violent dans la rue.
On apprend qu'il était dans une école catholique. On apprend que son père, dealer, a été assassiné quand il avait 2 ans. Bon, il y a des choses qu'on savait déjà, mais en particulier ça. On apprend qu'il n'a jamais vraiment eu de modèle masculin et qu'il a grandi dans la peur, dans la honte, dans la précarité, et que sa mère organisait des soirées, voilà, assez particulières pour un enfant de son âge, chez elle, chez eux. Et quand tu mets tout ça ensemble, en fait, tu obtiens un enfant construit sur 3 piliers: la honte, le chaos et la violence. Un petit garçon sensible, chétif, qui ne sait pas se battre et qu'on force littéralement à give back les coups, à rendre les coups. Ça donne quoi, en fait, un enfant comme ça? Ça donne un adulte qui croit que l'amour, c'est le contrôle et la violence, qui croit que on se sent en sécurité quand on domine, qui croit que le sexe, c'est avoir du pouvoir, qui croit que la violence, c'est être un homme, et qui croit que pour exister, il doit prendre. En fait, c'est un enfant brisé qui a décidé qu'il ne serait plus jamais faible. Plus jamais. Et vous connaissez certainement un des gimmicks de Didi. And we won't stop because we can't stop. On n'arrêtera pas parce qu'on ne peut pas arrêter. Voilà, vous voyez cette soif-là. Mais en fait, c'est une soif de revanche. Et c'est une soif de contrôle. Et si tu connais l'astrologie, tu sais que les scorpions, parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ont une relation particulière à la douleur. Dans son thème, le scorpion n'est pas juste présent. Il est omniprésent. Ok. Il a le soleil en scorpion, il a Mercure en scorpion, donc il vit comme un scorpion, il pense comme un scorpion, et il a également Neptune en scorpion, c'est-à-dire qu'il a sa relation à Dieu est scorpionique. Sa relation au divin est scorpionique, sa relation à l'invisible est scorpionique, son inconscient est scorpionique. Ses rêves sont scorpioniques. Ok. Neptune, c'est nos rêves, c'est la foi, c'est notre relation à l'invisible, c'est notre. It's not even your unconscious, it's your subconscious mind. Donc tu vois, t'as l'inconscient et t'as le subconscient. Donc, les choses que tu enfouis, les choses qui sont karmiques, les choses qui viennent d'anciennes vies, les choses qui tu peux même pas avoir conscience, même si tu veux. Il te faut en fait un électrochoc littéralement en fait pour que tu aies conscience de ça. Et Neptune, ça parle aussi des choses cachées. Okay. Et en fait, vous voyez que on lui a caché la vérité sur son père pendant longtemps. Il a dû mener l'enquête pour savoir pourquoi il avait en lui cet appel-là à être gangster. C'est un triptyque très rare, hein. Et c'est vraiment la signature d'un homme qui vit dans l'intensité. C'est un homme qui vit dans le secret, qui respire le secret. Le scorpion, c'est un signe extrême. Et donc, c'est la signature énergétique de quelqu'un qui s'éveille dans une sexualité extrême, qui ne supporte pas les choses molles ou tièdes, et qui ne comprend que la transformation par la souffrance, et surtout qui associe son identité au pouvoir par la domination. Dans ma vidéo sur l'homme scorpion, j'avais expliqué que pour lui, pour créer, il faut souffrir. Et dans les premières minutes du documentaire, c'est exactement ce qu'ils disent. Dizzy n'a pas seulement appris la violence, il l'a intégrée comme une composante créative. Vous avez vu ces accès de colère? Alright. Ils sont mythiques. En fait, ils sont très révélateurs de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il croit et de qui il est. Et quand tu regardes son thème natal, tout prend sens en fait. Le scorpion, c'est son énergie dominante. Et le scorpion en énergie dominante
ça parle de secret, de sexe, de pouvoir. Avec le Soleil, Neptune et Mercure en Scorpion, tu as un homme obsédé, un homme secret, un homme hypersexuel, un homme mystique, mais dans l'ombre. Je répète, un homme mystique, mais dans l'ombre. Un homme prêt à tout pour garder le contrôle, un homme fasciné par la domination, un homme capable de manipuler à un niveau profond. Et en fait, il y a un mot qui m'a vraiment marqué, qu'on a entendu tout au long du documentaire, c'est « we were groomed ». C'est-à-dire qu'on a été façonné, on a été manipulé, comme tu sais, on manipule quelqu'un dans l'armée, on te conditionne. Et Neptune, c'est la planète de l'illusion, des désillusions, du mensonge et de la mise en scène. Neptune gouverne le signe du Poisson et il gouverne le cinéma. Et il l'a dit. C'est pour ça que astrology, oh no, il l'a dit, I'm in a movie. Je suis dans un film. Ok? Et voilà mon rôle. In this movie. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est sa lune en Vierge. Alors, la lune en Vierge, c'est un placement difficile. The Virgo Moon, comme la lune en Capricorne, ce sont des lunes qui sont difficiles. La lune, elle nous parle de nos instincts, elle nous parle de nos émotions et de ce qui nous permet de nous sentir en sécurité émotionnelle. Ok. Donc la lune dans le thème astral d'un homme, ça nous parle aussi de son rapport à sa mère et dans le thème astral de tout le monde en fait. Et donc la lune en Vierge, dans son expression la plus belle, c'est une lune qui nourrit par les petites attentions du quotidien, par le soin à l'autre, le soin à soi, par le selflessness. Le signe de Vierge, c'est vraiment l'antipode de l'égoïsme. Okay. Le signe de la Vierge, c'est celui qui donne. Enfin, c'est la Vierge Marie qui se sacrifie. Mais quand elle est dans son ombre, la Vierge, elle est perfectionniste, elle est dans le besoin permanent de contrôle, elle a un dialogue intérieur qui est autocritique permanente et destructrice. Et vous savez, le signe du Vierge, c'est le signe de l'esclave. Et en fait, vraiment, il faut garder ça en tête parce que le Vierge, la Vierge, vous voyez, moi j'ai Vénus en Vierge, j'ai mon milieu du ciel en Vierge. Il faut vraiment faire un gros travail sur l'estime de soi. Parce que quand on a la Lune en Vierge, Vénus en Vierge, on a tendance, même les ascendants Vierges, si vous avez des placements Vierges importants, on va avoir tendance à avoir du mal à se sentir assez. On va avoir un perfectionnisme qui te tue, quoi, morbide. Et une obsession pour les détails. Et la Vierge, c'est un signe très sensuel, très sexuel. Okay. Et la Vierge, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, et en fait qui parle toujours de dualité. Donc comme le Gémeaux, c'est un signe duel, la Vierge, c'est aussi un signe duel. Et les signes duels, comme la Balance d'ailleurs, moi j'ai la Lune en Balance, j'ai plein de placements en Balance, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des signes duels comme ça, qui peuvent avoir une sexualité double. Bon, c'est pas mon cas, moi I'm sorry, I love dick too much. Mais
way too much. Mais je sais que Virgo placements, Libra placements, Gemini placements, et les comment ça s'appelle, les placements Verseau aussi peuvent avoir une sexualité, une bisexualité ou une sexualité iconoclaste, enfin qui sort des sentiers battus. Et en fait, chez Didi, cette lune en Vierge, elle explique la rage froide, la précision et la routine, puisque le Vierge, c'est vraiment la routine, mais de domination. Didi, il y a aussi quelque chose de très important dans son thème, c'est qu'il a Mars en Capricorne. Mars est exalté dans le signe du Capricorne, donc il a un Mars très très puissant. Mars en Capricorne, c'est travailler pour dominer. C'est l'ambition pure, c'est le stratège de guerre, c'est l'endurance. Le gars, il peut prendre 30 ans, il s'en fout. C'est la froideur. Capricorne, it's a cold sign. Saturne, c'est une planète froide. Et Mars en Capricorne, c'est l'absence de scrupules. Et si vous voulez vraiment comprendre ça, je pense que je vais faire une vidéo sur comprendre le signe du Capricorne. J'avais déjà fait une vidéo sur comprendre Saturne. Saturne, c'est vraiment la survie, quoi. Capricorne, c'est le signe de la survie. Et moi, je dis que les hommes Capricorne, les hommes qui ont une énergie Capricorne dominante, c'est des Macs, c'est des pimps. Donc, vous voulez connaître les hommes Capricorne dans le milieu? Bill Cosby, Weinstein, Tyrese, who else? R. Kelly. Ok. C'est des pimps. C'est vraiment l'énergie du Mac. Et donc, Mars en Capricorne, c'est vraiment... je vais en guerre pour être un pimp. Et c'est un signe qui grimpe, Mars en Capricorne. Il veut monter la montagne du Capricorne. C'est un signe qui va à la conquête. Et c'est un signe qui s'arrête jamais. And we won't stop because we can't stop. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le thème astral de Didi qui nous permet de comprendre sa psychologie, c'est Saturne en Taureau. Et ça, c'est vraiment crucial. Parce que, en plus, il y a Saturne rétrograde en Taureau, et ça nous parle vraiment d'une obsession de l'argent. Et de la peur de perdre. D'une angoisse profonde de la pauvreté. Et d'une fixation sur les biens matériels. Et Saturne en Taureau, ça peut donner des compulsions. Et le Taureau, c'est le luxe, mais c'est aussi la luxure. Donc, il a la signature d'un hédoniste. Le Taureau, it's sexe. C'est la sexualité, c'est la sensualité. Et Didi, il a le nœud nord en Poisson. Et en fait, lui, son destin, donc le nœud nord, c'est notre destin. C'est ce vers quoi notre âme tente à aller. Et sa destinée lui demande la vérité, truth. Lui demande la spiritualité. Lui demande la compassion. Let go, le dépouillement, l'abandon du contrôle. Et il a choisi l'inverse. Pour ça, je vous dis, vous pouvez regarder le thème astral de quelqu'un. Ça veut pas dire que la personne est comme ça. Vous ne savez pas, en fait, en voyant le thème astral de quelqu'un, si la personne est dans sa lumière ou si elle est dans son ombre. Et où est-ce qu'elle est en termes d'actualisation par rapport à cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est son destin. Donc, la vie va le faire tomber. Et la vie le fait tomber actuellement, exactement maintenant. Et on va en parler
dans la partie sur son retour du nœud nord. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que sa bisexualité, ce n'est pas un détail. C'est un vrai pivot énergétique chez lui. Tu vois, il y a des gens chez qui c'est pas un souci, mais lui, c'est le cas. Parce qu'il a grandi dans la religion catholique, il a grandi dans la honte du désir, il a grandi dans la violence du féminin, et il a grandi dans la négation du masculin intérieur. Donc, être attiré par les hommes, pour lui, c'est impossible à assumer. Et je le dis sans jugement aucun. Mais un homme qui porte un secret qui menace son identité, c'est un homme qui devient très dangereux pour lui-même et pour les autres. Parce qu'il a peur, parce qu'il a honte, parce qu'il contrôle, parce qu'il manipule, parce qu'il anticipe, et parce qu'il frappe avant d'être démasqué. Le secret, ça, c'est une cocotte minute. On parle du poids du secret. C'est une pression interne. C'est une cocotte minute émotionnelle. C'est une pression qui doit sortir quelque part. Et elle sort chez Didi. Elle sort dans la violence, elle sort dans les accès de rage, elle sort dans les contrôles extrêmes, elle sort dans les comportements sexuels hors normes. Et très souvent dans la destruction des femmes. Et dans la destruction tout court. C'est-à-dire que moi, il y a une chose qui m'a marqué quand même, c'est que his first event, 9 morts. Son premier événement, 9 morts. Quand on vous parle de charge karmique, quand on vous parle de karma de quelqu'un, c'est pas des blagues. Et c'est quelqu'un qui a décimé la mort autour de lui. Et quand on vous dit le scorpion, c'est le signe de la mort, de la renaissance, les gens ils sont là, ils disent ouais, non mais tu sais l'astrologie. Non. Il a une charge karmique de ouf. En fait, lui, il est voué à aller vivre en prison, nœud nord en poisson, ou à être littéralement un moine. C'est pas le destin de tous les nœuds nord en poisson, mais vu sa charge karmique, voilà quoi. Donc les nœuds nord en poisson d'après, c'est les gens qui sont nés en 94-95. Et vous allez remarquer, vous me direz, donc ils ont vécu leur North Node Return là depuis l'année dernière. Et j'ai jamais vu autant de gens de cette génération, des gens qui ont 29-30 ans, aller en tôle. On en reparlera plus tard. L'un des aspects qui m'a le plus dérangé, franchement, dans ce documentaire, et pourtant c'est l'un des plus révélateurs, c'est vraiment son rapport à la sexualité. Et vous voyez, en fait, quand t'as pas été élevé dans l'amour, quand tu sais pas ce que c'est que l'amour, la sexualité, c'est un terrain de domination, c'est un terrain de contrôle. Tu fais pas l'amour, en fait. You have sex, but you don't make love. Tu as des rapports sexuels, mais tu ne fais pas l'amour. Et dans le documentaire, un détail m'a frappé au point de me glacer. J'ai fait pause et je dis ouais, what? On raconte que pendant certains plans à 3 avec leur gigolo là, il allait jusqu'à récolter son sperme pendant 1 an. Et le gars il a dit ouais, mais why do you do that? Pourquoi tu fais ça? Et il dit mais c'est nice, on peut tout faire avec, on peut le boire. I was like oh my god. Et là, il faut que je t'explique pourquoi c'est important. Parce que symboliquement, c'est un acte de domination totale. C'est un message qui dit je prends ta virilité, je prends ton énergie, je prends ta puissance. C'est un vrai acte de vampirisme énergétique. Ce n'est pas de l'érotisme, ce n'est pas un fantasme, c'est un rituel de contrôle. Et ça rejoint tout ce que l'on sait de son enfance et de son thème. La honte, le secret, l'obsession, le besoin de posséder et la confusion entre sexualité, pouvoir et identité. Le sexe pour lui, ce n'est pas faire l'amour, c'est pas une rencontre, c'est une prise d'otage.
Et plus tu comprends ça, plus tu comprends l'empire qu'il a construit ensuite. Parce qu'il faut quand même qu'on parle de Bad Boy. Souvent, on est là, on voit Mary J. Blige fatiguée en concert. Tu vois, Tata, elle est là avec ses bottes. Et là, tu dis, she's tired. She's tired. Tu vois, à son âge, elle devrait, just stop. Mais en fait, elle peut pas. Elle peut pas parce que, en fait, Didi l'a niqué. Et en fait, Bad Boy, c'est pas un label. C'est une machine. C'est une usine de transformation. Et en fait, c'est une machine où on te donne de la lumière, mais on te prend tout le reste. Et le modèle est simple, hein. On te promet la célébrité, on te signe sur un contrat que tu ne comprends pas, ton argent va directement à Didi, tu deviens dépendant de lui, ta carrière ne t'appartient plus, tu ne touches pas de royalties, et si tu t'opposes, tu es effacé, au sens propre comme au sens figuré. Et regarde l'historique. Biggie, mort. Craig Mack, gone. Total, gone. Mace, il a fui l'industrie. Shine, prison. Cassie, elle a dû littéralement s'échapper. Les autres, 112, we don't even know. Les autres se sont évaporés. Et c'est pas un hasard. Hein? C'est pas juste une mauvaise série d'événements, c'est un système qu'il a mis en place. Et en fait, Bad Boy n'a pas construit des artistes, il a consommé des artistes. Et si tu regardes son Saturne en Taureau, Mars en Capricorne, l'obsession de l'argent, le besoin de dominer par le travail, en fait, c'est au cœur de son empire. Et tu vois, ils ont parlé à un moment de son besoin de légitimité dans la rue. Et il faut qu'on parle de Tupac. Parce que la violence autour de Tupac et Biggie, ce n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas juste East Coast, West Coast, Bad Boy, Death Row, Campton, Brooklyn, non. En fait, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus humain. Tupac, c'était exactement ce que Didi ne pouvait pas être. Tupac, il était Gémeaux. Ouais, et en fait, le Gémeaux, c'est la jeunesse, c'est conversation. Le Gémeaux, il est ouvert, cache rien. Il peut mentir, mais tu vas toujours savoir ce qu'il pense. Et Tupac, c'était la lumière absolue. Et c'est l'âme d'un poète dans le corps d'un guerrier. Et Didi, lui, il a toujours été dans l'ombre, toujours dans la stratégie, toujours dans le secret. Et avec Tupac, il ne pouvait pas rivaliser ni en talent, ni en aura, ni en courage, ni en cœur. Et en fait, il l'admirait, mais de manière dangereuse. Ça a créé une jalousie profonde, une obsession silencieuse. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé dès le début du documentaire, c'est sa relation avec son premier mentor. Là, j'ai oublié son nom. Le fondateur de Uptown Records. Je me suis dit, mais en fait, ils étaient en couple. Et je pense qu'en fait, l'histoire de Didi, Tupac et Biggie, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que je pense que Didi était amoureux de Biggie et que il était jaloux de Tupac parce qu'ils se sont rapprochés dans leur amitié. En place, je pense que c'est juste une histoire de jalousie, de mec, c'est une histoire d'amour. Et les rumeurs disent qu'il a financé un contrat sur la tête de Tupac, c'est pas prouvé, mais ce qui est clair, c'est que Tupac était une menace émotionnelle, une menace identitaire et une menace symbolique. Parce que Tupac avait le talent, il avait la lumière, il avait l'attention, il avait l'amour de Biggie. Et quand je parle d'amour, je peux pas dire que Biggie était gay lui aussi, hein, mais who knows? Who knows? Il avait la compassion, il avait la puissance artistique, il avait la capacité de rallier les foules. Surtout, il avait la crédibilité de la mère, de sa mère, Tupac. Et le travail spirituel et ancestral que sa mère a fait à chaque fois.
a fait. Et c'est Tupac, c'était pas, il sortait pas de nulle part. Hein. Sa mère, c'était une grande prêtresse. On pourra en parler dans un autre épisode. Et Didi ne pouvait pas le contrôler, donc il devait disparaître. Pas pour une histoire de gang, mais pour une histoire d'amour, de jalousie et de blessures narcissiques. Pour moi, c'est vraiment like, un drama à la Shakespeare, quoi. Une tragédie d'hommes blessés. Et maintenant, on arrive à un point essentiel. Parce qu'il y a un pattern quand même qu'il faut qu'on remarque chez Didi. C'est le fait que il prend la femme de l'homme dont il veut la lumière. Donc tu vois, il voit Al Bishor qui a du talent, il lui prend Kim Porter. Il voit Ryan Leslie qui a du talent, il lui prend Cassie. Sans parler des dynamiques autour de J-Lo. Et d'autres dans l'industrie dont on n'a même pas entendu parler. Et on peut penser que c'est romantique ou que c'est du hasard, mais non. C'est une stratégie de vampirisme énergétique. Parce que la femme avec qui un homme couche, c'est son accès à la lumière, à sa fierté, à son identité, à son intimité, à sa vulnérabilité et à son aura. Et en fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le milieu politique africain, dans le business, dans l'art, cette stratégie, elle est très souvent employée. Hein. Moi, je me rappelle Mobutu, spécialiste. Vous êtes là, vous négociez un truc, tu lui dis non, il va coucher avec ta femme. Vous vous rappelez de l'affaire Balthazar. Hein? Donc pourquoi il couche avec des femmes d'hommes politiques? C'est parce que c'est leurs rivaux. En fait, c'est le meilleur moyen de les descendre et de s'accaparer leur énergie. Il faut que vous compreniez que quand les gens font de la magie noire sexuelle, ils passent par l'humiliation et la destruction de la psyché. Ça, j'en parle dans mon programme Woke ou African Tantra, je sais plus lequel. Hein. Mais je crois que c'est African Tantra. Oui, c'est African Tantra. Où je parle de, en fait, à quoi les femmes doivent faire attention, pourquoi il y a autant d'agressions sexuelles, pourquoi il y a autant de viols, pourquoi on utilise ça, pourquoi les gens font ça. Alors bien évidemment, ils veulent atteindre les hommes, mais ils veulent aussi atteindre le pouvoir de ces femmes et avoir l'énergie de ces femmes. Parce que pour être avec Didi, pour coucher avec Didi, pour faire avec des enfants avec Didi, hein, vous voyez, Kim Porter, ça l'a désintégré. Littéralement. Like, she died. Ok. C'est pas n'importe qui peut être avec ce genre de personne. Et donc, on sait que quand tu es une femme avec un homme de pouvoir, toi-même, tu as du pouvoir. Et donc, on atteint ton mari par toi, mais on t'atteint toi aussi. Rappelez-vous vraiment de l'affaire Balthazar. Maintenant, pourquoi ça lui arrive? Pourquoi tout ça lui arrive maintenant? À Didi. Ouais. Parce que moi, bon voilà, je suis astrologue, donc la première chose que je suis allée voir, c'est mais why now? Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a un Saturne quelque part? Est-ce qu'il y a un transit de Saturne? J'ai regardé, je dis non, Saturne n'est pas en Taureau, non. J'ai regardé son nœud nord et en fait, il est en plein dans le retour du nœud nord, ce qu'on appelle the North Node Return. C'est un transit qui arrive tous les 18 ans
Et en fait, le retour du nœud nord, donc actuellement, tous les gens qui ont le nœud nord en poisson, donc les gens qui ont l'âge de Didi, les gens qui sont nés, je vous ai dit, entre 94 et 95, les gens qui sont nés il y a 18-19 ans, je sais plus. Voilà, c'est un transit qui te met face à tes mensonges, qui te met face à tes abus, qui te met face à tes illusions, tes secrets, à ta vérité intérieure et les victimes que tu as laissées derrière toi. Et comme son nœud nord en poisson est en poisson, en fait, il devrait être dans la vérité, dans la transparence, dans la compassion, dans le lâcher-prise, dans la dissolution de l'ego. Le poisson, c'est le signe qui nous dit je suis un avec tout le monde. C'est-à-dire que les poissons, en particulier les hommes poissons, mais ils sont d'une compassion. Et en fait, lui, il a fait l'inverse pendant 30 ans. C'est-à-dire que là, on est en 2025. Il a commencé ces trucs-là en 91. Donc ça fait même plus de 30 ans. Et aujourd'hui, la vie vient chercher sa dette. Donc si le nœud nord est en poisson, le nœud sud est en vierge. Et vous vous rappelez, il a la lune en vierge. Et donc c'est ça. Ça, c'est une précision cosmique, mais chirurgicale. La lune, c'est l'enfance, c'est la mère, c'est les secrets familiaux, c'est la honte, c'est les traumas. Et c'est les routines émotionnelles. Le nœud sud, c'est ton karma. C'est le retour du passé, c'est la purge, c'est la chute des masques. Et donc en ce moment, littéralement, son passé remonte, ses victimes reviennent, sa honte remonte, ses secrets sortent, son enfance explose en plein jour. C'est pas juste une chute médiatique, c'est un procès karmique. Il n'est pas juste en train d'être détruit, il est en train d'être révélé. Et en fait, moi, je pense que, enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas si il a des astrologues autour de lui, Didi, parce que les gens lui auraient dit, en fait, you're gonna pay your karmic debt. Tu as payé ton karma là, mon frère. Faut que tu sois prêt. Et en fait, ce documentaire, ce que je dirais, c'est que il révèle 3 grandes vérités universelles. La première, c'est que le secret, ça détruit. Un homme qui refuse sa vérité, une femme qui refuse sa vérité, finit toujours par se dévorer lui-même, elle-même. 2, le pouvoir, il corrompt l'enfant qui n'a jamais guéri. Tu donnes du pouvoir à un petit garçon battu qui n'a pas guéri de ses blessures, il va finir par battre tout le monde. C'est ce qu'on dit, hurt people, hurt people. Now, hurt people with power, les gens blessés blessent. Mais un blessé avec du pouvoir et de l'argent, Seigneur, que Dieu nous préserve. Troisième chose, la lumière attire ceux qui veulent la voler. Et vraiment, vous voyez, en ce moment, je suis en train de conduire un programme qui s'appelle Visible, justement sur guérir la peur d'être vu, la peur d'être visible, d'incarner sa lumière. Et en fait, il faut pas être naïf sur les menaces que représente le fait d'être visible. Et ça nous rend la target de qui? Cette histoire, ce n'est pas celle d'une star qui tombe. C'est l'histoire d'un enfant non guéri qui rencontre l'astrologie, la puissance, le sexe, le secret, la rue, la célébrité,
et qui finit exactement là où son destin karmique le conduit, face à lui-même. Prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.